On commence par ce match de football, ce France-Maroc, que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Il y a un gros dispositif de sécurité qui vient d'être annoncé par Gérald Darmanin. Écoutez le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. 10 000 policiers et gendarmes, monsieur le député, seront mobilisés ce mercredi. 5 000 sur la région parisienne, singulièrement autour des Champs-Élysées. 5 000 en dehors de la région parisienne. C'est 2 fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas d'arriver, spontanées, souvent familiales, dans un contexte, je rappelle, de menaces terroristes extrêmement important. C'est la première menace, avant celle du désordre public. Voilà pour le ministre de l'Intérieur, Louis de Ragnel. C'est un dispositif qui est conséquent. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, 5 000 en région parisienne. Plusieurs portes du périphérique parisien qui seront fermées. On prend les choses au sérieux. Absolument, des stations de métro, de RER qui seront également fermées. Alors, on ne saura pas très bien si il y a des choses qui sont fermées pour le froid et le verglas et d'autres pour le match de football. Mais en tout cas, non, non, c'est blague à part. Il y a quand même des décisions qui ont été prises vraiment directement liées au match de demain soir. Et rien que pour Paris, donc il y aura Paris intramuros, il y aura 2200 policiers et gendarmes déployés. C'est 1000 de plus que samedi dernier. Donc la volonté, en tout cas affichée de la part du gouvernement, c'est de montrer qu'ils prennent un peu les choses au sérieux. Et puis il y a des consignes qui ont également été envoyées au préfet, notamment d'organiser en amont de la rencontre des opérations de visite des parties communes d'immeubles qui ont été liées à des incidents lors des précédentes rencontres, notamment les caves, les toits d'immeubles, les locaux à ordures susceptibles de dissimuler des mortiers d'artifice et de faire procéder au retrait des poubelles, des barrières de chantier, tout autre matériau pouvant être utilisé comme arme par destination contre des policiers et des gendarmes. Donc oui, les choses sont prises au sérieux. Commissaire Lebars, le dispositif est suffisant ou pas selon vous ? C'est au lendemain de la soirée qu'on pourra jauger de la réussite ou de l'échec d'un dispositif. De toute façon, il n'y a pas de science exacte. Les risques de violence urbaine, ça se traite et on s'adapte. Donc il faut prévoir les effectifs, il faut faire les opérations préalables qui ont été décrites juste à l'instant. Moi, j'ai l'impression d'entendre ce que j'ai fait pendant 25 ans, c'est-à-dire que les soirées à risque, ça passe d'abord par des visites préalables, d'aller annoncer aux commerçants le risque, de leur recommander de fermer. Ça passe par la visite des parties communes, toute la recherche qui peut permettre de découvrir des armes par destination. Puis après, il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, écoutez, ça va dépendre de plein de choses, de qui va gagner. Je peux quand même déjà vous dire que même si c'est une victoire ou un échec, quelle que soit l'équipe, il y aura de toute façon du monde dans la rue. Et ce sera là où il y aura de l'intensité, parce que la grande partie du public vient pour faire la fête. Le problème, c'est cette partie du public qui peut basculer dans une fête qui n'est plus raisonnable et qui tourne aux dégradations, parce que ça, c'est une réalité de certains supporters de foot lors de certains matchs, et c'est d'ailleurs pas spécifique à un match contre la France. J'ai entendu beaucoup d'analyses politiques. Moi, le pire service d'ordre que j'ai fait dans ma vie, c'est 2 matchs d'équipe du Maghreb qui se sont mis à tout casser, et il y avait strictement rien de politique à ça, à part de la violence et de la bêtise. Puis la troisième catégorie de population, c'est les voyous, les groupes à risque, qui viennent par-dessus faire du pillage et s'en prendre aux forces de l'ordre. Parfois, tout ça s'agrège, et parfois, ça fait des soirées terribles qui finissent à 6h du matin. Donc, c'est après qu'on fera les comptes, mais de toute façon, il faut un gros dispositif pour faire face, pour permettre à ceux qui viennent là avec bon esprit de pouvoir repartir sans dommages et sans risquer des agressions, parce qu'il y a aussi la protection du public. C'est pour ça qu'on laisse la circulation libre sur les Champs-Élysées, mais qu'on va essayer de bloquer en amont les voyous, c'est ça ? C'est essentiel. S'ils veulent venir. Oui, mais rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, il y avait une tentative d'organiser une fan zone sur le Champ de Mars. Vous amenez jamais une foule là où elle veut pas aller. Donc il fallait laisser les Champs-Élysées ouverts. J'en suis convaincu en tant que policier. J'ai entendu la maire du 8 qui appelait à fermer cette avenue. De toute façon, vous fermez l'avenue, soit il y a tentative d'entrée en force parce que c'est le lieu habituel de fête, soit ça va ailleurs et ça nous désorganise aussi un dispositif. Donc il vaut mieux savoir où ça va se passer et mieux maîtriser la situation, même si c'est parfaitement inacceptable d'imaginer que des groupes vont essayer de s'en prendre à des commerces ou à des gens, parce que ce risque-là existe. Il ne faut pas imaginer que c'est une certitude, mais il faut y faire face. Encore un mot de ce dispositif. Samedi dernier, 40 de vos collègues ont été blessés. Dans quelles circonstances ? Et pas seulement à Paris. Le grand classique, malheureusement, d'une soirée de rétablissement de l'ordre ou de travail contre des violences urbaines, où des policiers reçoivent des projectiles, alors des mortiers, des engins qui peuvent être pris sur place, c'est-à-dire des pavés qui sont décellés, des jets de projectiles, des barrières, des barres en fer, parfois des catapultes, tout type d'armement. Et puis parfois, c'est du corps à corps, parce que quand vous allez sur un groupe à risque et que vous essayez d'interpeller, que vous essayez de disloquer un groupe, vous avez des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, et il y a des échanges de coups, et donc il y a des policiers qui ont différents niveaux de blessures, de la brûlure à des coups, en passant par des jets de projectiles, et c'est le risque pour ce genre de soirée. Et là, vous redoutez une soirée compliquée demain soir ?
Je la redoute pas au sens où je la crains pas. J'ai vu des commentaires politiques comme quoi les policiers seraient effrayés. On n'est pas effrayés. On peut être usé, fatigué, d'être sans arrêt engagé sur du service d'ordre, parce que ça, c'est une réalité. Puis les années récentes démontrent quand même une forte utilisation des forces de l'ordre. En revanche, on sait parfaitement qu'il faut s'équiper, qu'il faut être prudent, il ne faut pas s'isoler. Il faut travailler en unité constituée pour les forces mobiles. Moi, il y a 15 ans, j'étais l'heureux chef d'un service qui s'appelle la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Je leur passe un bonjour d'ailleurs, parce que demain soir, ils vont être engagés. C'est des grands professionnels. On sait faire en unité constituée. On sait également se séparer en petits groupes pour faire des interpellations. Il y a des unités qui sont extrêmement mobiles et qui sauront parfaitement faire face. Après, c'est impossible de vous dire qu'il n'y aura pas de casse ou qu'il n'y aura pas de dégâts. Il ne faut pas non plus prévoir le pire, mais il faut s'attendre à ce que ça puisse être un petit peu compliqué, notamment à un certain moment de la soirée. Alors, je vais vous dire, demain soir, il y a un autre allié pour les forces de l'ordre et les gens bien, c'est aussi la météo. Parce que, en général, plus il fait froid ou plus il pleut, moins ça dure. Mais, encore une fois, prudence, parce qu'on ne sait pas quel sera le volume de personnes qui voudront venir, et puis on ne sait pas non plus quel sera le résultat, parce que du résultat va dépendre la marée humaine dans un sens ou dans l'autre. Maître Golnadel, sur le dispositif de sécurité, d'abord, qui a été déployé. Je suis incapable à la mesure de l'événement. Pardon, pas plus que je suis un spécialiste, un commentateur sportif. Je suis non, ça, je ne vous aurais pas demandé. Je le savais. Mais même sur le plan du dispositif policier, il semblait qu'avocat, sécurité, si c'était pas vous antinomique. pouvez me faire grâce de ça, ou sinon, ce que je veux dire dans le précaré qui est un peu le mien, c'est que c'est un contexte extrêmement passionné. Et avec la franchise qui me caractérise, je peux vous dire que c'est pas pareil si c'est un match à ce niveau-là, France-Portugal, que si c'est un match France-Maroc, France-Algérie ou France-Tunisie. Ça change tout. Vous avez une majorité qui va exprimer ou sa joie, ou son dépit, et je le comprends parfaitement. Très, très sincèrement, moi, je considère qu'on peut être un excellent Français, franco-marocain, un excellent Français, et manifester sa joie de voir un jeune pays gagner. Ça, franchement, alors là, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Mais vous avez une minorité très problématique qui, qu'elle gagne ou qu'elle perd, aura à cœur d'exprimer ou son allégresse ou son aigreur. Et là, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes. Alors, j'avoue que j'avais oublié l'argument climatique, qui me paraît un argument de poids qui pourrait effectivement calmer les choses. Peut-être que la neige, effectivement, sera l'allié des policiers demain. On se fait une toute petite pause. Je vous passerai la parole à Eric Revel et Nathan Dever sur cette question de ce match France-Maroc, qui est attendu par tous les amateurs de football, évidemment. Et on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. 18h15, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque toujours ce match France-Maroc de demain soir. On va écouter un des commerçants des Champs-Élysées, le manager des Cafés Joyeux, qui se barricade, se prépare déjà à une soirée compliquée et à fermer surtout assez tôt. Écoutez-le au micro de Thibaut Marcheteau. Les dispositions qu'on va prendre pour demain, pour le futur match, donc France-Maroc et également pour la finale, ça va être de barricader toutes les baies vitrées avec du bois, comme se sont fait généralement pour les manifs avec les gilets jaunes ou les événements sportifs où il peut y avoir de la casse, quoi. Donc on barricade tout, on a une entreprise qui vient et qui nous barricade toutes les baies vitrées. Et on craint énormément, on va fermer plus tôt, on renvoie les équipes beaucoup plus tôt parce qu'il peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menace physique, mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on craint, et puis on a des avertissements de la part de la préfecture ou du comité des Champs-Élysées nous disant justement de faire bien attention et d'être très vigilant, quoi. Voilà pour ce manager de ce café sur les Champs-Élysées qui a vu sa vitrine cassée, c'est ça, Louis de Ragnel, samedi soir, lors du précédent match. D'accord. Le commissaire Lebars, il dit qu'il y a des alertes, que la préfecture, les policiers les alertent. Il y a quand même un niveau de vigilance qui est assez haut pour ce samedi. Mercredi soir. Oui, qui est très élevé. Moi, tous les collègues commissaires de police que j'ai eu aujourd'hui ont passé les 3 derniers jours dans des réunions préparatoires pour préparer cet événement. C'est un très gros événement festif, donc il y aura des très grandes manifestations de joie. On va rester quand même très optimiste. Après, il faut penser à ces commerçants sur les Champs-Élysées. Depuis les Gilets jaunes, il y en a, ils en sont peut-être à 10 ou 12 fois de vitrines cassées. Ça veut dire que les assurances ne les prennent plus en compte. Et en plus, à chaque fois, ils font venir des entreprises à leurs frais pour barricader, mettre des panneaux en bois sur mesure pour protéger leurs vitrines. Donc ça devient un véritable enfer quand le maintien de l'ordre dégénère en rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire par la faute des voyous, et qui se mettent, parce que c'est une nuée de frelons, hein, quand vous avez un groupe qui casse une vitrine, sans même avoir l'intention de rentrer, il casse par plaisir de casser. Vous vous retrouvez après commerçant avec des vitrines à 40 000 € à réparer. Moi, il y en a certains avec qui j'ai discuté, il y a une saturation de ce phénomène de violence.
qui fait qu'on peut comprendre que certains se diraient ce serait peut-être mieux de fermer l'avenue, mais de toute façon, on ne peut pas faire une étanchéité complète sur une avenue, puis c'est pas raisonnable, on déplacera un problème. Mais c'est pour ça qu'ils se barricadent. Il faut aussi penser à eux. Moi, je trouve souvent que dans les manifestations qui dégénèrent, on parle de plein de choses, on parle pas souvent des victimes. Les victimes, c'est tous ceux qui ont dans le périmètre un commerce et qui se retrouvent avec des dégâts qu'ils peuvent plus exploiter, et qui en plus ont des dégâts le lendemain. Alors c'est peut-être que des dégâts matériels, mais il y a des entreprises qui coulent à cause de ça, donc il faut penser aussi à eux ce genre de soirée. Vous avez raison. Optimiste ou pessimiste, Éric Revel, pour cette soirée alors? Pour le match, optimiste, ça va être un très beau match. Donc, vive pour les le Bleus. reste, non, moi, j'écoute les spécialistes, je suis assez évidemment inquiet. Alors, quand j'entends ce que vous dites et quand j'écoute le ministre de l'Intérieur tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, lui, il a noté que 3 vitrines cassées. Je crois que c'était on va l'écouter. Je crois que c'est le chiffre qu'il a donné. Si on a le son, on va l'écouter parce que c'est intéressant. Donc, il est plutôt optimiste, le ministre de l'Intérieur. Alors, écoutons-le, juste Gérald Darmanin, parce que c'était une autre version de ce qu'il a dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale. À Paris, il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez-vous pu commencer par féliciter ces deux équipes et peut-être auriez-vous pu imaginer un instant être heureux avec les autres. Moi, je vous encourage, Madame la députée, d'être heureux avec notre peuple, de nous satisfaire en effet que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale, comme les Français ont fêté leur victoire partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés. Et il y a eu 3 vitres qui ont eu des bris de glace sur les Champs-Élysées. 3 vitres, quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et 3 scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les 3/4 d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne l'avez pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux. Oui, parce que votre question était placée de telle sorte que manifestement, c'était les Marocains les responsables. Donc je voudrais ici vous le préciser. Et je veux dire que je remercie monsieur le garde des Sceaux, puisque les 107 personnes interpellées à Paris vont connaître dès vendredi une audience spécifique du parquet de Paris pour pouvoir connaître des comparutions immédiates. Donc bravo au Maroc, bravo à l'équipe de France, bravo aux policiers, merci au parquet de Paris et réjouissez-vous, soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux. Vous comprenez, David Lebars, que le ministre de l'Intérieur minimise ce qui s'est passé samedi? Mais sincèrement, je ne sais pas s'il minimise. Moi, je n'ai pas essayé non plus 3 vitres, 2 scooters. Écoutez, il y a eu 40 policiers blessés, non, mais pas que à Paris. Il n'a pas changé le chiffre des policiers blessés. C'est peut-être vrai, 3 vitrines blessées, vitrines cassées, pardon. Moi, j'ai pas le chiffre. En l'occurrence, il est le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui détient les chiffres, ou qu'en tout cas qui détient la parole officielle des chiffres. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il y en a eu 100 ou 200, parce que je vous mentirais, et je ne vous ai pas dit non plus que c'était une soirée apocalyptique la semaine dernière. C'était pas le cas. Simplement, moi, je sais que c'est match à risque. Il y a toujours le risque qui arrive à un moment. Après, c'est l'intensité du risque. Je suis pas naïf. J'en ai fait au moins 20 ans. Je vous dis que demain soir, malheureusement, il y a une partie des spectateurs, des voyous qui vont se greffer, qui vont venir nous semer le bazar. La question, c'est où et l'intensité. Et il ne s'agit pas d'être naïf et de croire que tout le monde vient en béni oui-oui se secouer des hochets pour dire bravo. Parce que malheureusement, il y a une partie d'un public de foot et qui profite des matchs de foot pour venir casser sans prendre aux forces de l'ordre. Maître Golnadel, je vous vois réagir. Oui, je réagis parce que... Je voudrais savoir, moi j'ai entendu votre collègue Mathieu Vallée, qui sans être apocalyptique, était quand même extrêmement sévère sur la manière dont les choses s'étaient passées. Il parlait de 40 policiers blessés. S'il y a 40 policiers blessés, sans être apocalyptique, pour fêter un événement sportif, c'est quand même pas terrible. Je sais pas, enfin, je vous assure, je parle pratiquement sans ironie. Or, quand on écoute le ministre de l'Intérieur, il est plutôt dans l'allégresse d'un match où les gens... Là où il a raison, d'ailleurs, on a raison, les gens ont raison, encore une fois, de se réjouir. Mais par rapport à la minorité en question, j'ai pas l'impression que 40 policiers blessés, ça soit rien, mais je peux me tromper. Louis de Ragnel, il a évoqué aussi le ministre de l'Intérieur, la nationalité des interpellés, sans s'être interpellés. Il dit 3/4 sont français. Vous avez, vous, le détail. Hein. Oui, absolument, mais alors, tout ça est absolument exact. Donc, il y a eu 117 interpellations, 106 placements en garde à vue. Et donc, il y avait, je relis mes notes, 110 individus masculins. Et il y avait 98, effectivement, personnes interpellées de nationalité française. Tout ça est tout à fait exact. Mais quand on regarde la liste des prénoms, des noms,
effectivement, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont quasiment exclusivement que des noms à consonance maghrébine ou arabe, et il faut le dire factuellement, c'est vrai. Alors ce sont toutes des personnes qui sont nées sur le territoire français. Ça pose d'autres questions de personnes qui sont nées sur le territoire français et qui ont beaucoup de mal avec le fait de soutenir la France, le fait de respecter il se réjouissait de la victoire du Maroc. C'est pas. Non, là c'est des personnes interpellées, placées en garde à vue. Oui, qui se réjouissaient, oui. Qui ont commis des dégradations. Oui, bien sûr, mais c'est le match Portugal-Maroc. C'est pas un Kongsberg qui se réjouissent de la victoire du Maroc. Non, mais bien sûr, mais moi j'ai rien contre le fait de se réjouir de la victoire de la France dans n'importe quel pays du monde. Pourquoi est-ce qu'on a leur nom? Parce qu'ils ont été placés en garde à vue, parce que les policiers ont considéré soit qu'ils troublaient leur public, soit parce qu'il était impératif de les interpeller. Ensuite, par rapport à ce que dit le ministre de l'Intérieur, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait exact. Quand il parle de 3 vitres brisées et 2 scooters abîmés, je vais pas vous faire la litanie, mais on a récupéré le bilan de la nuit à Paris, qui est fait par les policiers. À 22h33, dans le 9e arrondissement, plusieurs supporters marocains ont investi un bus de la RATP. Le machiniste a été dans l'obligation de quitter son bus et donc il a abandonné son bus parce qu'il était donc attaqué par des supporters marocains. 23h05, des jets de projectiles lancés sur des policiers, des barricades érigées sur la voie publique. 23h40, un 2 roues a été incendié. Ensuite, des barricades érigées à nouveau sur la voie publique. À 2h du matin, rue de Presbourg, jet de projectiles sur un véhicule de la BAC encore. Ensuite, usage de grenades lacrymogènes pour disperser des gens qui attaquaient des policiers. Vous avez des infos que le ministre n'a peut-être pas, Louis. À 2h05, voilà. Et donc la liste quand même, je vais pas la faire intégralement. Boulevard Poissonnière, il y a un autre bus qui a été attaqué. Champs-Élysées, donc le Café Joyeux dégradé, ça on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il ne s'est pas rien. Je dis pas que ça a été l'apocalypse, mais il ne s'est pas rien passé. Nathan Devers, sur cette soirée qui est très importante, pas seulement sur le plan sportif. Je pense qu'il faut l'aborder avec lucidité, c'est-à-dire ni en maximisant, ni en minimisant. Les violences dont vous faites état et dont on a vu les images et dont on est informé sont des violences qui sont très graves. Déjà, un seul policier blessé, à supposer qu'il n'y en ait eu qu'un seul, c'est déjà gravissime. Alors 40 à plus forte raison, a fortiori. On parle quand même d'une célébration, d'une fête. Une fête, elle est censée fédérer autour de passions heureuses, de passions qui renforcent. Et là, ce qu'on a vu dans ces violences-là, c'est au contraire, ce sont des passions tristes, etc. Maintenant, ce qui me semble central, c'est de rappeler, que ces violences sont minoritaires, premièrement. Et deuxièmement, ça explique la réaction de Gérald Darmanin, qui dit, quand même, il faut se souvenir du fait que globalement, cet événement, à la grande majorité, s'est bien passé, de manière constructive, où les gens étaient heureux, comme vous l'avez dit, avec un amour pour deux pays, ça ne pose aucun problème. Et deuxièmement, il faut remarquer que dans le débat public qu'il y a eu après ces violences, il y a eu quand même une petite ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont affligés des violences en elles-mêmes, et ça, on est tous d'accord. Et puis, on a eu d'autres qui, si vous voulez, ont regretté le fait même qu'il y ait eu 20 000 personnes pour célébrer la victoire du Maroc, ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait aussi des gens qui célébraient la victoire de la France, mais même à supposer. Et notamment qui ont dit, mais quand même, imaginez si au Maroc on faisait ça en France, etc. Et donc cette confusion-là fait que, par-delà la question du sport, qui, on sera peut-être d'accord en tout cas tous les deux, qui n'est peut-être pas centrale, il y a une question politique qui est beaucoup plus importante, c'est le symbole. Le symbole, c'est est-ce qu'on peut aimer deux pays? Et la réponse est oui, dans la quasi-totalité des cas. Non, mais il y a des gens qui ont une conception nationaliste un peu jalouse et exclusive. Ils peuvent parfaitement l'exprimer aussi. Ça n'est pas la mienne. Oui. Voilà, c'est tout. Moi, je suis pas d'accord. Je comprends. Louis Dragnel ? Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Oui. Moi, j'ai toujours eu un problème avec la binationalité. Mais c'est pas lié au foot. C'est lié à un pays qu'on reçoit, qu'on peut transmettre aussi à ses enfants. J'entends vos arguments et je les connais un petit peu, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que moi, je conçois la nationalité comme une forme d'exclusivité. Et je reconnais que je suis très fier d'être français et uniquement français. Moi aussi. Ça me va très bien. Moi, quand je disais ça, j'étais pas concerné. Après, j'ai jamais été confronté. Je suis pas issu de famille binationale, ce qui est pas le cas de forcément tout le monde. Donc j'ai pas eu à choisir. Mais à chaque fois, je me disais, dans n'importe quelle circonstance, je n'aurais jamais à choisir. Il y a peut-être des c'est plus simple de font plus parler d'elles que d'autres aussi. Il y a peut-être des binationalités qui font plus parler d'elles que d'autres, parce que personne ne parle du contexte politique, mais il y a aussi un contexte politique. Je voudrais citer cet article dans Le Monde qui met le Maroc, fierté du Maroc, très bien. Il a le monde arabe derrière lui, le titre ajoute, et c'est le porte-drapeau de la Palestine. Mais pardon, alors deux choses l'une, ou bien l'article du Monde est dangereux et outrancier, ou bien il y a ce contexte-là, et en cas de victoire ou de défaite du Maroc,
eh bien, ce contexte-là réapparaîtra. Qui en plus est factuellement faux parce que les autorités marocaines n'ont absolument pas ce discours-là. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui se passe objectivement sur le territoire français avec une confusion entre le conflit israélo-palestinien. Ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est 5 pays, le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, qui ont signé un accord de normalisation avec Israël. Très bien. Le Maroc l'a signé. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on nous explique dans des papiers que le match Maroc-France, c'est aussi le porte-drapeau de l'étendard palestinien. Ça veut dire que les supporters binationaux ou pas, c'est plus la question des conflits importés. Exactement. Mais ça ne correspond pas à la réalité du Maroc. Le roi est quand même protégé par des agents israéliens. On a brûlé un drapeau israélien sur les Champs-Élysées. C'est pas rien non plus. Absolument. Commissaire Lebas, c'est un dernier mot parce qu'on pense à vos collègues qui seront demain en première ligne, avec à cœur que quand même la fête puisse se dérouler, puisque c'est ça d'abord une victoire au football. Alors pour le coup, ceux qui vont pas faire la fête, merci de penser à eux, ce sera les policiers et les gendarmes, parce qu'ils vont être engagés sur le terrain et pour certains d'entre eux jusque très tard dans la nuit, parce que les poches de violence urbaine comme ça qui vont démarrer en cours de nuit, parce que ça va démarrer quoi qu'il arrive, malheureusement ça dure en général assez tard pour les plus persistants d'entre eux, donc ça va être une longue soirée. Il y en a certains qui seront blessés, c'est malheureusement pas ni une fatalité ni une annonce, mais c'est le risque quand on est face à des violences urbaines. Moi-même à chaque fois j'ai été blessé personnellement, j'ai plein de collègues qui ont été blessés, on l'est plus ou moins, c'est juste inacceptable, personne ne dit le contraire, sauf que c'est la réalité, quand ça dégénère, et les policiers font partie les premiers des blessés. Donc je leur souhaite la meilleure soirée possible, ils vont avoir froid, ils vont devoir travailler longtemps, et eux ils vont pas pouvoir fêter le match en famille, donc il faut penser à eux, c'est le cas lors de chaque soirée à risque. Moi un jour j'ai dit à ma femme que j'en étais à 20 ans sans jour de l'an, sans 13 juillet, on est habitué à ça dans la police, mais il faut que les gens comprennent que les policiers, pendant que les gens font la fête, eux ils sont sur le terrain pour que ceux qui font la fête puissent la faire. Oui, c'est la voie du bon sens, et on pense à vos collègues, puis on espère que ça va bien se passer après tout. On peut toujours avoir un peu d'espoir au cœur, n'est-ce pas, Nathan Devers ? Oui, tout à fait. Et que la France gagne. Et que, ça évidemment que la France gagne.